Le spectre d'une nouvelle guerre plane-t-il sur les Balkans? 26 ans après les accords de Dayton qui mirent fin à la guerre de Bosnie, le fragile équilibre politique entre Serbes, Bosniaques et Croates est en péril, semble-t-il, en Bosnie-Herzégovine. Avec nous pour en parler, Loïc Trégourès, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste des Balkans. Vous êtes aussi enseignant à l'Université catholique de Lille. Paris ou Lille, je ne me trompe pas. Les deux. C'est bien Lille et Paris, voilà, l'Université de Lille. Slimane Zeguidon, notre éditorialiste, est également avec nous. Loïc Trégourès, on commence avec vous parce que pour la plupart de celles et ceux qui nous regardent, ce n'est pas forcément évident. On va regarder la carte de la Bosnie-Herzégovine qui est divisée en deux fédérations, celle de la Republika Srpska, la République serbe de Bosnie, et puis la Fédération de Bosnie et Herzégovine. Dites-nous ce que prévoyaient les accords de Dayton, outre qu'ils mirent fin à la guerre. Alors ces accords, ils ont eu pour résultat ce que vous avez montré sur votre carte, c'est-à-dire ici, il manque le district de Brčko qui coupe la partie en bleu foncé en deux, la partie en vert foncé pardon, qui est la Republika Srpska. C'est très important pour la continuité territoriale. Et donc en fait ces accords coupe le pays en deux, avec une fédération croato-bosniaque d'un côté, une Republika Srpska de l'autre, et crée des institutions consociatives, c'est-à-dire avec une présidence tripartite, avec une très forte décentralisation. La fédération est elle-même découpée en 10 cantons, 5 à majorité bosniaque, 3 croates et 2 mixtes, et avec chacun un gouvernement, avec chacun des ministres, etc., si bien que vous avez plus d'une centaine de ministres dans un pays de moins de 3 millions d'habitants. Et ça rend la gouvernabilité de ce pays très très difficile, parce que chacun des peuples, ce n'est pas une constitution citoyenne, c'est une constitution où vos droits dépendent de l'appartenance que vous avez à l'un des trois peuples, bosniaque, croate ou serbe. Et donc, ça veut dire que chacun des représentants de ces trois peuples a en fait des droits de veto sur tel ou tel projet de loi, suivant qu'il estime que ses intérêts vitaux sont engagés. Or, c'est souvent le cas, ce qui mène à la paralysie du pays et ce qui offre une rente de situation aux ethnocrates, parce que les institutions sont faites pour eux. Et donc, c'est les mêmes au pouvoir depuis 25 ans, parce que le système se reproduit sur lui-même. C'était indispensable pour arrêter les violences. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que ces institutions-là font partie du problème, même si on n'a absolument pas le début du commencement d'une idée de comment on sort de là. Ouais. Sur la carte d'identité des Bosniens, j'ai bien dit des Bosniens, il est mentionné croate, serbe, bosniaque ? Alors, vous faites bien de dire que bosnien, quand on se réfère à bosnien, c'est donc les citoyens bosniens, de toute la Bosnie-Herzégovine, indépendamment de leur appartenance nationale, et qu'ils veuillent ou pas se définir par ailleurs par leur appartenance nationale. Donc ça, c'est toujours important, ces petits détails de vocabulaire quand on parle de la Bosnie. Mais donc c'est bien mentionné sur la carte d'identité leur appartenance. Oui, et quand vous faites le recensement, quand vous faites le recensement, les partis politiques vous disent c'est très très important que vous vous déclariez croate, bosniaque ou serbe, parce que de cela dépend aussi la façon dont nous allons défendre nos droits, etc., etc. Ouais. Si on vous comprend bien, ce qui avait été instauré avec ces accords de Dayton et le fait de respecter des subtils équilibres au sein des trois communautés, si on vous comprend bien, ces accords ont mal vieilli. Mais ils étaient censés être provisoires et ils auraient pu marcher si l'un des annexes des accords avait fonctionné, c'est-à-dire le retour des réfugiés chez eux. Or, ça a très peu marché parce que les gens ne sont pas rentrés, soit parce qu'ils étaient mal accueillis dans des endroits qui n'étaient plus les leurs. Si vous voulez, en Republika Srpska, aujourd'hui, vous avez 95% de Serbes. Tous les Bosniaques ont été nettoyés, selon l'expression consacrée, ou génocidés pour Srebrenica de la Bosnie de l'Est. Très peu sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils sont mal accueillis, il n'y a pas de travail de toute façon. Et puis sinon, ils ont refait leur vie en Allemagne ou ailleurs. Donc, ce qui aurait désarmé la consolidation du nettoyage ethnique, ça ne s'est pas fait parce que les gens ne sont pas rentrés. Alors c'est quoi aujourd'hui ce risque qu'on évoque, risque de conflit ouvert en Bosnie-Herzégovine? On évoque notamment des velléités d'un homme dont on va voir le visage, Milorad Dodik, leader nationaliste serbe. Il y avait du concret, c'est-à-dire qu'il a envoyé au Parlement de Republika Srpska des documents disant on va sortir de l'agence des médicaments, on va sortir de l'autorité sur les taxes, on va recréer une armée de Republika Srpska. Et ça allume toutes les alarmes parce que l'armée de Republika Srpska, c'était l'armée de Ratko Mladic. C'est celle qui a commis quand même le génocide à Srebrenica, l'ensemble des crimes de guerre en Bosnie. Donc, alors que là, il y a une seule armée, il y a des forces de sécurité. L'armée est unie.
L'armée est unie, ce n'est pas tout à fait le cas de la police, mais l'armée est unie, ce qui est une garantie, enfin l'autre garantie de sécurité est censée être apportée à la fois par l'OTAN et par la mission EUFOR de l'Union européenne, dont le mandat vient d'être reconduit, mais au prix d'un compromis fort douteux avec les Russes au Conseil de sécurité. Et donc l'alarme, elle est là par rapport à la rhétorique classique qu'on observe avant chaque élection. Oui. Alors cette région du monde aujourd'hui, à nouveau, elle attire l'inquiétude de la communauté internationale. Je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Les crises en Bosnie-Herzégovine figuraient en tête de notre ordre du jour, car la situation y est très grave et nous sommes très préoccupés. Au lieu d'utiliser cette année sans élection pour faire avancer d'importantes réformes, certains dirigeants politiques optent pour l'obstruction, pour la division et la rhétorique sécessionniste. En réitérant notre engagement à aider la Bosnie-Herzégovine, qui est une perspective européenne. Je tiens à insister sur le fait que la Bosnie-Herzégovine est un pays unique, uni et souverain. Voilà donc Josep Borrell, c'était il y a quelques heures seulement, c'était donc aujourd'hui. Slimane, qu'est-ce qui explique à nouveau ce risque de conflagration? Est-ce que c'est la résurgence exacerbée des nationalismes? Résurgence, est-ce qu'ils ont jamais disparu? Les canons se sont tus, mais les passions nationalistes, les haines sont restées vivaces. Alors, on nous parle de la question de la Bosnie-Herzégovine, mais il y a le Kosovo à côté, où se pose un problème entre les Albanais majoritaires et la partie nord, à peu près, qui est habitée par des Serbes, qui demandent leur rattachement à la Serbie. C'est-à-dire, derrière tout cela, il y a l'ombre de la Serbie, qui ne se résout pas, ou en tout cas une partie des élites serbes n'arrive pas à accepter à faire le deuil de la disparition de leur, disons, hégémonie sur le Kosovo lui-même n'étant pas reconnu par l'ensemble des pays de la communauté internationale, ce qui veut dire que les conflits ne sont pas réglés. Et même, il a des opposants dans l'Union européenne. Il y a 5 pays qui en rejettent même le principe. Sinon, à l'ONU, la moitié des pays du monde ne le reconnaissent pas. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un problème connexe à celui de la Bosnie-Herzégovine. Et un des problèmes peut-être structurels de cette région, c'est que tous les États de l'Europe centrale et un peu de l'Europe de l'Est sont nés sur les débris des grands empires multinationaux. L'Empire ottoman, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois. Or, aujourd'hui, ces pays, au moment où l'Europe, qui est née des nationalismes du 19e siècle, oublie ce nationalisme, dans cette région, ce nationalisme veut encore s'affirmer avec des interférences turques, russes, mais aussi chinoise depuis quelque temps. Loïc Trégourès, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui de guerre ouverte, à la fois s'agissant de la Bosnie-Herzégovine ou entre la Serbie et le Kosovo? Alors, ça, c'est la question, $1 million. Conflits ouverts de haute intensité tels qu'on l'a connu, la probabilité est relativement faible. En revanche, des violences sporadiques, des mécanismes d'escalade qui échapperaient, c'est pas... Voilà, enfin, je ne suis pas de boule de cristal. Hein. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on est en train de voir là, ça relève d'un processus d'escalade et de manipulation politique, mais qui, contrairement aux années 90, qui n'est pas assis sur des passions populaires très fortes. Les gens ne suivent pas. Ouais. Les Serbes de Bosnie ne suivent pas tout ça. Chez les Serbes de Bosnie, en Républika Srpska, il y a une opposition politique qui n'est pas sur cette ligne-là. Non pas parce qu'elle n'est pas nationaliste, mais parce qu'elle estime que ce n'est pas une bonne façon de faire, qu'on peut se mettre à dos beaucoup de gens, et que là, on est aussi beaucoup dans l'aventure de Milorad Dodik, qui se sent en danger électoralement après les municipales de l'année dernière. Et quand un autocrate se sent en danger, il a tendance à aller dans des processus d'escalade et parfois à faire des conneries. Vous êtes un spécialiste et vous avez consacré notamment un ouvrage au football, à l'usage politique du sport en Yougoslavie. Il y a quelques jours, enfin récemment en tout cas, il y a 2 boxeurs du Kosovo qui n'ont pas pu entrer en Serbie. On a vu aussi l'histoire des plaques d'immatriculation. Le Kosovo a appliqué la réciprocité en disant aux Serbes, si vous entrez sur notre territoire, il faut une plaque kosovare, puisque c'est le cas. Lorsqu'on va là-bas, il faut une plaque serbe en Serbie. Certains disent que l'Europe, finalement, c'est un prétexte bien commode, toutes ces tensions, pour éviter justement l'adhésion de certains pays de la région. Qu'en est-il selon vous? Alors, soyons clairs, l'élargissement aux Balkans, c'est pas d'actualité, ça n'arrivera pas.
Enfin, je vous le signe, là, ça n'arrivera pas. En tout cas, pour la Bosnie, pour le Kosovo, ça pour la Serbie non plus. La Serbie a ouvert des chapitres, a ouvert des clusters, ça avance un peu plus, sauf que pour que la Serbie rentre, il faudra régler le problème du Kosovo. Ça n'intéresse pas le président serbe parce que ce problème du Kosovo, c'est un écran de fumée qui masque tout le reste. Il est aujourd'hui considéré comme le seul à pouvoir le régler, et c'est ce qui fait sa légitimité auprès des Occidentaux. Le fait est que lui a compris qu'il ne rentrerait pas dans l'Union européenne, et dans des relations très proches avec la Chine, la Russie, et de son point de vue, c'est pas illégitime, y compris dans les mécanismes de lobbying pour la déreconnaissance du Kosovo. Il y a des pays qui ont déreconnu le Kosovo. Donc, de son point de vue, c'est logique. Il n'attend pas. Les Européens n'ont rien à offrir, ni à la Serbie, ni aux autres. Donc, si vous voulez, ce que Borrell dit, c'est gentil, mais en fait, il n'y a pas de réalité là-dessous. Ouais. Merci beaucoup, Loïc Trégourès, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair sur cette question. Merci à vous, Slimane, également, d'avoir été avec nous. La chronique culture à présent, Pascal.